Jack the Giant Slayer de Justin Benson et Aaron Moorhead, réalisateurs dont on vous a déjà parlé plusieurs fois, notamment dans l'épisode Body Horror où l'on parlait de Spring. Alors, ces deux réalisateurs qui ont un univers qui est un peu compliqué à définir, c'est un univers très éthéré, évanescent, pas facile à aborder, on va dire. C'est pas un univers qui fait beaucoup d'efforts vers son spectateur. On peut penser à Synchronic ou à The Endless. Mais ici, je trouve que le format court leur va plutôt bien parce qu'il permet très rapidement de comprendre quels sont les enjeux narratifs et les positions esthétiques que le film va adopter, et le réalisateur garde leur ambiance, garde leur univers, garde leur approche, avec en plus un détail que j'aime beaucoup, l'idée de prendre un attendu, ce que j'aime appeler un attendu horrifique, c'est-à-dire que ça va être une créature, un univers, un élément de leur matrice narrative, et ajouter leur petite touche, leur petite idée, un concept un peu original, ou en tout cas qui permettent d'amener des images inattendues. On peut penser à leur segment dans VHS 3 qui est loin d'être le meilleur, mais qui, avec ces espèces de cultistes squelettes étranges et cette créature à la fin, où cette idée de se dire c'est des cultistes, mais hop là, on les amène vers autre chose, ils vont muter, ils vont se réveiller, et à la fin, voilà. Et là, c'est pareil, il fait, avec le conte de Jack et l'oreille magique, c'est, voilà. Alors, pas hyper, si vous n'aimez pas leur cinéma, ça ne va pas vous convaincre. En revanche, si vous ne connaissez pas leur cinéma, c'est peut-être une des meilleures portes d'entrée. Cette 14e édition du PIF a été marquée pour sa cérémonie d'ouverture par la projection d'un court et d'un long métrage, comme c'est quasiment tout le temps le cas à ma connaissance. Le court métrage étant Jack, The Giant Slayer de Justin Benson et Aaron Moorhead. On avait déjà pu parler d'eux dans l'épisode sur le body horror avec leur film Spring. Et c'est dans la droite lignée de Spring, c'est-à-dire un film très atmosphérique et très ambiant, mais qui cette fois-ci fait globalement de la dark fantasy sur la thématique de Jack et l'oreille magique dans un contexte contemporain. Contemporain. 20e siècle, disons ça. C'est honnêtement, je pense, une bonne entrée en matière, en termes d'amuse-bouche, disons, pour cette cérémonie, avec, comme je l'ai dit, un côté vraiment atmosphérique et qui embarque, quoi, en assez peu de mots, mais avec un certain sens de la musique, de la lumière et du découpage, et des décors surtout. Le duo Benson et Moorhead réussissent vraiment à nous embarquer dans leur histoire, et c'était un excellent avant-goût pour ce qui arrive après, à savoir Sisu, le chemin de la vengeance de Jalmari Elander, qui est donc la suite de Sisu de l'or et du sang, sorti en 2023, et qui était, globalement, si le 1 c'était un Finlandais qui va dégommer du nazi pendant 1h30 en charclant les murs et en enlevant le plus de membres possible, vous prenez le même postulat pour celui-là, vous remplacez les nazis par l'armée rouge, et vous poussez les potards de la violence et des giclées de sang à 11, et globalement, on a peut-être le film idéal pour commencer cette 14e édition du PIF. C'est vraiment un pur plaisir bis, un pur plaisir de boucherie, un pur plaisir déviant aussi. Juste de la violence, extrêmement bien mise en scène, extrêmement divertissante, extrêmement récréative. Ça va lorgner de deux côtés. La première partie du film va plus titiller Mad Max Fury Road, en beaucoup moins friqué évidemment. Le film a coûté 12 millions, ce qui reste quand même le plus gros budget de l'histoire de la Finlande. Et va, dans sa deuxième partie, avoir un côté très Snowpiercer, avec cette logique de un wagon égale un vaisseau, un wagon égale un niveau égale une péripétie. Le tout pour arriver au final au boss, littéralement. Mais toujours dans cette espèce d'ode à la violence. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qui... C'était le film idéal pour ouvrir ce PIF. Film d'ouverture de ce PIF 2025, Sisu 2, Les chemins de la vengeance, suite de Sisu de l'or et du sang, sorti en 2023 par Jalmari Elander. Alors, Sisu 1, c'était cette espèce de John Wick de la Seconde Guerre mondiale qui était pas désagréable, mais dont le principal défaut était que globalement, tout le biscuit, toutes les meilleures scènes étaient dans la bande-annonce, donc beaucoup étaient pas mal spoilés, et entre les scènes, il y avait quand même pas mal de ventre mou, pas mal d'attentes, et c'était un concept de base mortel, exécution en demi-teinte. Sisu 2, c'est
infiniment plus réussi, déjà parce que le budget a augmenté, c'est 12 millions, c'est énorme, et ça permet au film d'aller beaucoup plus loin dans ses envies, dans ses ambitions, et dans ce qu'il va dérouler, que ce soit dans le type de scène, dans le type de cadre, dans le type d'action, dans le type d'envie ou d'effet qu'il va montrer, et c'est accompagné par une mise en scène qui, si elle n'est pas aussi géniale que ce qu'on pourrait espérer, a bien compris ce qui avait marqué dans le premier, à savoir l'idée qu'un type, alors je n'ai plus le nom de cet acteur malheureusement, mais quelle tête exceptionnelle. L'idée qu'un type finlandais, l'air un peu bourru, va découper, empaler, faire exploser, tout ce que vous voulez, des nazis. Et il va le faire de multiples façons différentes, avec tout un tas d'outils différents. Et bah, dans ce film-là, il a compris que le cœur de sa mise en scène doit être sur ces effets-là. Et donc ça donne au final une série B extrêmement solide, extrêmement nerveuse, extrêmement efficace, qui est un plaisir de chaque instant, surtout pour ouvrir ce festival. Bonjour Laurent, du coup. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Sisu, le chemin de la vengeance? Que du bien, en film d'ouverture d'un festival. Déjà, en film tout seul, à regarder chez soi, en streaming malheureusement, enfin en VOD, parce que c'est comme ça qu'il va sortir, ou en physique, c'est déjà très fun, parce que c'est le 2 x 12 000, avec encore plus de morts débiles, et génialement cartoonesque, ça explose dans tous les sens. Et un grandiose Steven Lang en méchant. Voilà, qui commence à être... J'aimerais bien le voir plus en méchant dans des productions européennes, tu vois, genre un peu comme dans les années 70, quand tu avais les acteurs hollywoodiens qui venaient un peu cachetonner en Europe et tout, même si là c'est une coproduction européenne ou américaine, mais quand même c'est assez rigolo et jouissif comme rôle, je trouve. Et puis donc sur grand écran du PIF, du Max Linder, pour l'ouverture du PIF, c'est juste génial. C'est le film d'ouverture parfait, la salle était au taquet, ça gueulait, ça applaudissait, génial. Vampire Hunter D Bloodlust. Si vous avez écouté notre épisode sur le programme du festival, vous savez que c'était une de mes plus grosses attentes de cette édition et je n'ai pas été déçu du tout. C'est un film que j'adore, c'est un film somme en fait, c'est un film total. Il y a du film gothique, il y a du vampire, il y a du western, il y a du chambara, il y a du film d'aventure, il y a du film d'horreur. Il y a tout ce qu'on peut espérer, tout ce qu'on peut avoir envie lorsqu'on regarde un film. C'est là-dedans, c'est un film dont le nombre d'idées est équivalent au nombre de plans, à peu près. C'est quelque chose qui a des capacités esthétiques absolument dingues, des capacités de mise en scène absolument dingues. C'est possiblement l'un de mes films préférés, donc le voir sur grand écran, surtout étant donné que c'est un film qui est particulièrement rare à voir dans ces conditions. Donc un immense merci au PIF de nous permettre d'avoir cette occasion qui est peut-être unique. Donc pour le coup, Vampire Hunter D, c'est un film total, c'est un film définitif, c'est un film qui définit tout ce qu'on peut attendre d'un film, a fortiori d'un film de vampire, mais qui va tellement plus loin, qui va influencer nombre de choses après, y compris le merveilleux Van Helsing, qui lui-même a nombre d'influences en lui. Les mots me manquent pour décrire ce qui est finalement une expérience totale, une expérience définitive, et je pense l'un des meilleurs moments de cinéma de ce festival. Et donc le dernier film de la soirée d'ouverture, c'était Vampire Hunter D Bloodlust, sorti en 2000. Et autant vous dire qu'il met une bonne tempête au premier, c'est-à-dire que le premier était, ma foi, très sympathique, avec quelques bonnes idées de mise en scène, mais évidemment freiné par le fait que ce soit un OAV et pas un film pensé pour les salles, ce qui du coup atténue le budget, et aussi les 15 ans d'écart entre les deux films font que évidemment le film de 2000 a plus de possibilités technologiques pour au final assouvir sa volonté. Et quelle volonté! C'est un film comme Sisu, c'était une soirée riche en générosité ce soir, et tant par la variété des décors, que ce soit ces espèces de villes fantômes, cette espèce de château gothique absolument grandiloquent, ou même tout simplement les designs des personnages qui sont une espèce de foire aux monstres, mais tous avec des designs différents et leurs particularités qui font qu'ils sont immédiatement reconnaissables. Et c'est un vrai plaisir de chaque instant Vampire Hunter D Bloodlust. Donc franchement, si vous avez l'occasion, allez-y. Peut-être, comme l'avait souligné François Gaillard, des petits soucis de rythme, mais le film a peut-être éventuellement un léger ventre mou, mais honnêtement c'est très atténué, enfin, c'est très compensé par le reste qui est grandiose, et franchement, voyez le film, il est excellent. Mais il y a des choses que je ne veux pas louper, comme ce soir la diffusion sur grand écran de Vampire Hunter D de Yoshiki Kawajiri, dont je suis un grand fan. Et justement, qu'est-ce que tu as pensé de Vampire Hunter D Bloodlust?
Alors, je l'avais déjà vu en 2001, là, à l'époque où on pouvait se le procurer en VCD, je crois. Moi, il me semble que je l'ai vu d'abord sur ce format. C'est l'année où je suis né, figure-toi. C'est vrai? Oh, putain, tu me fais mal. Donc, moi, quand... alors, je trouve que visuellement, je le trouve magnifique. Je trouve que la direction artistique est vraiment splendide. Ouais. Je trouve qu'il y a des idées de fou. Que ça mélange sans complexe des tonnes de genres, comme bien sûr comme l'a soulevé Xavier Collomb lors de la présentation, donc le western spaghetti, le gothique, beaucoup d'influences du Dracula de Coppola d'ailleurs, on peut voir avec le travelling au milieu des chandelles et de l'expressionnisme allemand bien sûr. Je trouve vraiment, mais parce qu'il y a un mais, vu que je suis un grand fan de la première période de Kawajiri, c'est vrai, c'est ce que me soulevait un ami, Guillaume Perrin, et il a entièrement raison. C'est-à-dire que le film a un petit problème de rythme par rapport, par exemple, à son long métrage précédent qui était Ninja Scroll, où ça allait vraiment à 200 à l'heure. C'était peut-être moins chichiteux sur le plan esthétique, même si c'est très très beau aussi, Ninja Scroll, mais Kawajiri était aussi connu pour avoir un côté très brut en même temps qu'être visuellement très raffiné et un talent dans la mise en scène qu'on retrouve bien évidemment dans ce Vampire Hunter D. Mais voilà, je pense qu'il manque un peu de rythme puisque jusque là, que ce soit les Cyber City, Monster City un peu et surtout Wicked City, donc la cité interdite, et bien sûr Ninja Scroll, ça allait de plus en plus vite, il cumulait énormément, c'était très rythmé, tout le temps très tendu. Et là, c'est plus contemplatif, il y a des longs tunnels de dialogue, mais qui sont magnifiques. Je pense qu'il a voulu tenter autre chose. Et on est moins dans le pur jouissif que Ninja Scroll. Mais par contre, visuellement, ça reste toujours splendide. C'est assez imprenable visuellement. Voilà. Et il y a toujours des passages très émouvants aussi. Notamment le vampire qui sort du carrosse, qui prend feu et qui malgré tout veut rejoindre sa promise, on va dire. Oui. Je trouve qu'il y a des très très belles scènes quand même. Mais c'est un Kawajiri plus romantique. Alors qu'avant, on avait un Kawajiri ultra violent et puis sexuellement très déviant aussi. Ouais, faut voir lequel on préfère en fonction du film du coup. Moi je crois que c'est Ninja Scroll. Okay. Mais sachant que Ninja Scroll est loin d'être débile et que il y a quelque chose quand même de très... il y a des personnages très très attachants dans Ninja Scroll. Donc je trouve que même la love story qui est évoquée dans Ninja Scroll avec cette femme poison, les hommes qui couchent avec meurent instantanément. Thème qu'on retrouve dans la cité interdite d'ailleurs. Ouais. Je trouve que c'est un personnage extrêmement attachant et même le héros de Ninja Scroll est très attachant aussi. Ok. Et ben vous savez quoi regarder du coup Ninja Scroll. Redux. Si vous avez toujours rêvé de voir Terminator, Un jour sans fin et Prisoners dans le même film, c'est pour vous, c'est là. Alors, c'est fait par la famille McManus. Alors, donc il y a deux frères à la réalisation. Il y a la sœur qui joue le rôle principal. Et je crois qu'il y en a d'autres aussi. Mais c'est très caractéristique de certains cinémas indépendants américains. On peut penser au film de la famille Adams, les metteurs en scène, pas les autres. Et donc c'est très caractéristique de ce cinéma-là où, en partant d'une idée, d'un concept, d'une volonté de cinéma, on va développer quelque chose et tirer le fil, voir jusqu'où ça peut mener. Ici, j'ai parlé de Terminator en introduction et en fait, effectivement, ça va reprendre l'idée de Terminator mais sans les robots. Ça va plutôt reprendre la structure de Terminator 2 et a fortiori celle de Terminator 2, étant donné que le film va adopter une véritable trajectoire de road trip. Road trip autour d'un personnage féminin qui va bientôt se retrouver accompagné d'une jeune acolyte qui cherche à venger sa fille dans plusieurs univers parallèles, notamment en allant assassiner directement le meurtrier de la fille. Alors, c'est un film qui va démarrer... Je trouve la première partie un peu hasardeuse parce qu'on ne sait pas vraiment quelle est la finalité de ce projet-là. On la voit effectivement assassiner ce pauvre bonhomme, pas pauvre, reste à voir. Mais dans plusieurs univers, on la voit procéder. Comment est-ce qu'elle procède à chaque fois? On la voit faire différentes rencontres, peut-être des rencontres récurrentes des univers qu'elle visite. Mais je trouvais le début un peu incertain, un peu nébuleux, on va dire, sur ses envies et sur la trajectoire qu'il voulait emprunter. Mais c'est la deuxième partie qui m'a pleinement séduit à partir de l'arrivée de sa jeune acolyte dont je parlais plus tôt, qui va apporter un véritable dynamisme, une vague d'imprévus et également qui va mettre en place les vrais enjeux du film, notamment jusqu'à ce dernier tiers que je trouvais particulièrement cossu, pourrait-on dire. Bref, Redux, c'est un film qui est particulièrement intriguant, qui
je pense, n'a pas dû coûter cher, mais qui arrive à développer beaucoup d'idées, beaucoup de concepts très intéressants, notamment autour des univers parallèles, de la façon dont ils évoluent, de la façon dont on peut voyager entre eux, et ça nous sort de cette idée d'effet papillon à chaque fois d'agir sur un univers et tout. Non, non, ici, c'est pas du tout ça. C'est vraiment avant tout centré sur ces personnages, et je trouve que le résultat est absolument délicieux. Redux Redux, réalisé par les frères Kevin et Matthew McManus. Je ne vous dirai pas avec quoi rime leur nom de famille, tout ce que je vous dirai c'est que Redux Redux est un film sur une femme qui va traquer l'assassin de sa fille à travers le multivers pour, de 1, le tuer à chaque fois, et de 2, essayer de trouver une dimension parallèle où sa fille est encore en vie. Ce faisant, elle va trouver une autre gamine qui a aussi été enlevée par ce tueur, mais qu'elle va secourir avant qu'il ne la tue. Redux Redux est un film qui utilise le multivers comme il devrait être utilisé à chaque fois, à savoir être un prétexte pour exacerber des conflits humains, et pas des conflits multiversels. C'est exactement pour ça que les Spider-Verse marchent aussi bien, sont aussi géniaux, c'est que c'est des conflits humains, c'est des dilemmes que sont ceux de Miles ou ceux de Gwen, et qui font que, au final, ce ne sont pas les enjeux du Spider-Verse, ce sont des enjeux juste humains. Et c'est l'humain qui est au centre de Redux Redux, avec cette relation mère-fille qui va se dessiner avec nos deux héroïnes, l'une ayant perdu son enfant et étant désespérément en quête d'une figure filiale, l'autre ayant été une enfant placée en foyer toute sa vie et étant sûrement inconsciemment en tête d'une figure parentale. Dans les deux cas, les deux vont un peu se tourner autour, l'une étant très rebelle en plus, l'adolescente étant très rebelle, là où la mère est consciente de ce qu'implique cette mission, qui est une mission qui lui pourrit la vie littéralement. Elle le dit que c'est une des pires choses qui lui soit arrivée et qu'elle peut pas continuer, mais elle doit continuer. Et c'est tout ce conflit profondément humain qui est au centre de Redux Redux et qui est sa plus grande qualité. Honnêtement, le seul défaut vraiment concret que je pourrais lui donner, ce serait un rythme qui fait ressentir les 1h45, 1h50 du film. Mais très sincèrement, c'est négligeable par rapport à, mine de rien, au postulat du film, par rapport à ce qu'il raconte, par rapport aux relations entre ces personnages. Et surtout, le film a quand même une mise en scène très sympa aussi, notamment sur l'enchaînement des meurtres du tueur qui meurt une bonne dizaine de fois dans le film. Pas forcément, une bonne partie en flashback aussi, mais on est toujours content de voir ça. Et globalement, c'est un film dont la mise en scène nous met vraiment au plus près des personnages, assez minimaliste, mais assez intimiste au final, et où vraiment, et la fin, avec une fin magnifique et touchante. Donc si vous avez l'occasion, quand il sortira sur Shadows, foncez voir Redux Redux. Dernier film de ce deuxième jour, et c'est donc Influencers de Curtis David Harder. Alors, si vous avez écouté le bilan 2022 ou 3 qu'on avait fait, vous savez qu'à l'époque j'avais été un peu dur avec le film, et si vous avez lu la critique sortie pas plus tard que cet après-midi, vous savez aussi que je l'ai revu à la hausse en revoyant le premier. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est à quel point il prend ses distances avec les attentes évidentes autour de thèmes, autour de l'influence justement, pour adopter une logique beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus surprenante, en cherchant justement avec ces fameux bascules de point de vue à chaque fois qui vont redistribuer les rôles, qui vont redistribuer l'échelle d'importance, mais aussi et surtout qui vont redistribuer les points moraux. Ma grosse attente sur ce deuxième, c'était justement de voir est-ce qu'il allait reprendre cette logique de surprise. Si oui, dans quelle mesure est-ce qu'il va la développer, comment est-ce qu'il va la développer et autour de quels axes. Et oui et non. En fait, je pense qu'il a compris que on ne pouvait pas reproduire cette logique du premier. C'était ce qui faisait son identité, c'était ce qui faisait sa surprise et sûrement ce qui a fait son succès. Ici, il va être dans quelque chose qui est beaucoup plus dans la rupture de ton, en alternant un début qui est presque rom-com finalement, ouais, et qui est très incertain sur la chronologie du film par rapport au premier. C'est Roman qui m'a fait remarquer cette idée-là. Et qui va ensuite aller vers un film d'horreur, rebasculer vers un thriller proche du premier, plutôt vers la comédie satirique, avant d'aller presque dans le film d'horreur gore à la fin. Alors, loin du gore fest, mais avec une envie de grand guignol qui est assez marquée.
C'est, je pense, une excellente suite au premier parce que sans marcher directement sur ses pas, il a pris l'idée de surprise, d'aller sur des terrains inattendus pour vraiment, séduire le spectateur et surtout l'emmener dans sa narration, dans sa logique, et surtout, il a compris que ce qui avait marché dans le 1, c'était la performance exceptionnelle de Cassandra No, qui joue donc CW, qui trouve ici une vraie identité, en plus de trouver une petite couche émotionnelle en plus, et c'est un véritable, c'est son moment, c'est son film. Elle le prend en otage à chaque apparition, elle arrive à être, là où dans le premier, elle arrivait à être incertaine sur ses intentions, ici, on connaît ses intentions étant donné qu'on a vu le premier, mais elle arrive toujours à en jouer, elle arrive toujours à amener une émotion, une colère, une réaction. C'est toujours, encore une fois ici, le plus gros point fort du film. Et ouais, Influencers, très très belle surprise, très surprenant comme il faut, mordant comme on pouvait attendre, acide comme on aime. C'est encore un coup de cœur sur ce merveilleux festival. Influencers de Curtis David Harder. Une de mes grosses attentes de cette édition du PIF, puisque c'est la suite de Influencer, dont on avait parlé dans le bilan 2023, mais qui est sorti officiellement en 2022, mais en France 2023. Bref. On y suit la suite des aventures de CW, qui vit maintenant sa vie amoureuse dans le sud de la France avec sa copine Diane. Mais une série d'événements vont l'amener à replonger dans le meurtre et à partir, non pas cette fois en Thaïlande, mais à Bali. Le film est beaucoup plus direct que son prédécesseur. C'est-à-dire que contrairement à Influencer, il ne va pas aller chercher à traiter la psyché du monde de l'influence. Le fait que malgré les apparences et les centaines de milliers d'abonnés, on peut aussi être très seul. Non, il va pas aller sur ce terrain-là. Là, il va être déjà beaucoup plus acide sur ce milieu, notamment avec le milieu des influenceurs masculins, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais aussi avec juste beaucoup plus frontal sur les meurtres qui seront plus nombreux dans ce film-là, et sur la perversité de ce monde. Enfin, vraiment, là où sur le 1, on pouvait avoir un minimum d'empathie, là, ils sont tous achetés à la poubelle, sauf une au début, qui est passablement insupportable, mais ça va. Mais sinon, globalement, Influencers, c'est un de mes gros plaisirs de ce festival. C'est vraiment de la bisserie. Peut-être le début d'une nouvelle saga de cinéma d'horreur des années 2020. On n'en a pas eu tant que ça qui ont été créés ces 5 dernières années. Donc, moi, j'attends de voir ce que nous proposera ce cher Curtis. Et si vous avez l'occasion, foncez. Ah oui, et évidemment, comme sur le 1, Cassandra No porte le film. Elle est vraiment au top dans son rôle de psychopathe. Disons-le très clairement, c'est une psychopathe. Mais qu'est-ce qu'elle le joue bien. Et même si le reste du casting est très cool aussi, c'est vraiment Cassandra No qui porte le film sur ses épaules. Et on n'en demande pas mieux, quoi. C'est vraiment, voyez Influencers. Quand il sortira, le film sort ce 12 décembre sur la plateforme Shudder, plateforme donc nord-américaine disponible aux US et au Canada. Si vous avez l'occasion, allez-y, parce que très clairement, c'est une pure bisserie, un pur plaisir de cinéma d'horreur, de film en enquête un peu aussi, mais surtout juste un pur plaisir de spectateur, et c'est ça qu'on demande. Surtout qu'on a pu avoir le réalisateur Curtis David Harder, mais aussi les actrices Cassandra No et Lisa Delamarre pour la séance, pour un question-réponse. Et c'était vraiment trop cool. Ils ont pu répondre à nos questions sur le film, ou même sur le film d'avant, ou même sur la production du film. Et c'était très intéressant. On a pu discuter un peu avec eux aussi en privé, prendre des photos aussi. On vous les met là et là. Mais c'était trop cool. Film du vendredi, Apopheniax au pif. Alors, c'est le film qui était qui était vendu comme une apocalypse à base de deepfake et d'IA. Et quelle énorme claque. En fait, loin de son idée de faire une critique se voulant très intelligente et détaillée du sujet des deepfakes et des IA, et Dieu sait qu'il y aurait matière à faire, le film va beaucoup plus aller dans une approche finalement bis et pop par rapport à ces sujets-là, en prenant paradoxalement une structure qui rappelle immédiatement Pulp Fiction ou Magnolia. Alors, le tour est serré en 1h30, chose qui a son importance. En fait, c'est donc un film qui va suivre plusieurs personnages victimes
par une tierce personne dont la caractérisation est d'ailleurs très intéressante, et on en parle dans l'interview qu'on a pu faire avec le réalisateur. Et c'est donc un personnage qui va, purement pour des raisons sadiques et méchantes, pourrir la vie d'autres personnes en créant un deepfake de ces personnes-là. Et on va suivre les situations que ça va créer. Là où le film tire son épingle du jeu, c'est qu'il va aller purement dans une approche bis et méchante par rapport à ça. On voit les conséquences que ça va avoir, on voit jusqu'où ça peut aller, et ça va être en traversant différents spectres d'émotions et différentes approches. Ça va être tant dans une approche finalement assez comique, on va dire, mais comédie noire, mais comique malgré tout. Une approche beaucoup plus thriller, même si on trouve à la fin de cette deuxième phase un twist très comique, mais à nouveau aussi très comédie noire toujours. Et le troisième acte, alors, dont on ne révélera pas trop, parce que le film, enfin, cette dernière partie joue pour beaucoup dans l'appréciation qu'on peut avoir du film, va virer dans une approche beaucoup plus frontale vis-à-vis de l'horreur. À nouveau, on n'en dit pas trop. Mais c'est de loin, pour l'instant, l'un de nos plus gros plaisirs qu'on a eu au festival. C'était pop, c'était fun, c'était coloré, c'était intelligent, c'était horrifique de multiples façons. Et pour l'instant, c'est peut-être un de nos petits préférés. Apopheniax de Chris Mars Piliero, c'était le film de ce 3e jour de PIF, et quel plaisir. Alors, Piliero, c'est un mec qui a été connu surtout pour le clip, notamment des clips de Britney Spears, Ariana Grande, Avril Lavigne, et j'en passe. Mais surtout, là, il était là pour Apopheniax, qui est un film sur un homme qui va utiliser son talent dans le deepfake pour semer le chaos autour de lui par pur plaisir, une espèce de mélange entre du pur sadisme et en même temps un truc très misérable. Enfin, on sent que le mec c'est vraiment une merde pure et dure, quoi. Et qu'est-ce que c'est bien. On a alors un shotgun surprise qui débarque dans le film, qui est producteur aussi sur le film. Vous en saurez plus pourquoi dans quelques jours. Mais juste, on a déjà ce cast qui est assez cool, mais surtout cette espèce de sadisme dans ce qui arrive au personnage. Il y a ce côté très choral, parce qu'on va suivre littéralement 4 intrigues fusionnées, enfin, pas fusionnées, mais disons, ouais, chorales, quoi. C'est à la Love Actually ou à la Magnolia. Et globalement, il va arriver quelque chose de dégueulasse à tous les personnages, que ce soit à cause du deepfake ou à cause de certaines pertes de membres, ou de la perte de certains litres de sang. Donc je vous encourage définitivement à voir Apopheniax. C'est vraiment un pur film de festival pour le coup. C'est un film où quand on l'a vu, quand on l'a vu, la salle était en émoi. C'était magnifique à voir. C'est vraiment un film aussi de communion pour les fans de cinéma d'horreur. Il y a quelques références, je ne dirais pas à quoi, mais vous les verrez en regardant le film. Et juste, c'est absolument dingue. Donc franchement, foncez sur Apopheniax. Junk World de Takahide Ori, ce film qui a ouvert pour nous ce 4e jour du PIF, après la sélection court-métrage, mais ça on vous en parlera dans le podcast dédié. Junk World, donc, il y a la suite de Junkhead, film entièrement tourné en stop motion pendant 10 ans par le même homme. Cette fois-ci, il a réussi à multiplier son budget par 2 et à multiplier son équipe par 6, à savoir que du coup, ils sont 6 à bosser dessus. C'est déjà pas mal. Mais Junk World, c'est un préquel à Junkhead qui se passe environ 1000 ans plus tôt, mais avec beaucoup plus d'humour, beaucoup plus déjà d'ambition aussi. Le film est beaucoup plus riche, que ce soit en décor, en bestiaire, en personnages, en tout ce que vous voulez, en technique d'animation, parce qu'il ne va pas se contenter de la stop motion, même si, pour mon plus grand regret, parce que j'adore la stop motion, mais il va cette fois-ci aller sur le fait de simplement filmer ses figurines, de les animer autrement. Il y a il y a certaines séquences qui me font penser à du Team America, dans le côté animation de marionnettes, typiquement. Mais il n'en reste pas moins un film qui est déjà très impressionnant par sa prouesse technique, mais aussi très différent de Junkhead au final. Il va, comme j'ai dit, être plus drôle, plus léger, se concentrer beaucoup plus sur sa variété de personnages aussi, là où dans Junkhead on suivait essentiellement le robot, qui n'a pas vraiment de nom. Et globalement, ça peut déstabiliser les fans du premier Junkhead, surtout s'ils s'attendent à quelque chose comme Junkhead. Personnellement, je m'attendais à rien, c'est-à-dire que je me disais pas ça va être comme telle ou telle chose. Je me suis juste dit, vas-y, je vais voir le film qui se passe dans l'univers de Junkhead. Et ça m'a largement satisfait, c'est-à-dire que on a
une prouesse technique absolument remarquable. On a un film qui est drôle, on a un film qui juste est ambitieux, qui ouais, un peu brouillon dans sa narration, même si tout se recolle au bout d'un moment, mais on passe quand même une grande partie du film avec un bon point d'interrogation au-dessus de la tête. Mais ça n'empêche que Junk World, c'est un de mes petits coups de cœur et une de mes plus grosses attentes qui est au final plutôt comblée. Donc, allez voir Junk World, pardon. On a vu Save the Green Planet en salle. C'était grâce au PIF et quelle immense claque que ce film. Save the Green Planet, c'est un film dont le remake Bugonia par Yorgos Lanthimos est sorti il y a quelques semaines maintenant, mais c'est un film qui est absolument exceptionnel. Peut-être l'un des meilleurs films de science-fiction jamais réalisés. C'est un film qui est à la fois angoissant, drôle, horrifique, impertinent, politique, comédie. C'est le film de la rupture de ton. C'est le film qui va, je pense, le plus de fois me surprendre, qui va le plus de fois aller chercher des choses auxquelles je m'attendais pas, qui va à chaque fois aller sur un autre terrain, aller sur autre chose, aller sur un autre imaginaire, une autre envie, une autre narration. Ça part dans tous les sens et pourtant ça tient, et pourtant le résultat se tient, et pourtant le résultat surprend, enchante. C'est absolument dingue. J'ai aujourd'hui du mal à concevoir comment est-ce qu'on peut faire un tel film et comment est-ce que sur le papier quelque chose qui ne devrait pas tenir. Ce n'est pas possible qu'un film qui parte autant dans tous les sens se tienne et ça marche. Ça marche, c'est un film qui fascine, c'est un film qui est magnétique. En toute honnêteté, lorsque le film démarre, j'étais un peu fatigué suite à un coucher tardif la veille. Et en fait, c'est un film qui juste m'attrape, me capture et je ne peux pas en décrocher. C'est impossible de fermer les yeux devant ce film, tellement tout ce qui se déroule à l'écran est absolument lunaire. Bref, Save the Green Planet, c'était une des choses que j'attendais le plus de voir en salle. C'est un de mes films préférés. Le voir en salle était pour moi une occasion, la promesse d'une expérience folle. Et ça l'a été. C'est un film définitif. C'est un film comme il y en a finalement très peu, voire aucun autre. Et c'était de très loin l'un des meilleurs moments de ce festival. The Holy Boy de Paolo Stripoli au pif. Alors, Paolo Stripoli, c'était un des deux qui avait fait Classic Horror Story avec Roberto De Feo. Classic Horror Story, j'avais beaucoup apprécié, mais en fait, j'avais aimé le côté horreur plus frontal. J'avais aimé la mise en scène, j'avais pas aimé le côté on fait du cinéma d'horreur et parce qu'on fait du cinéma d'horreur italien actuel, on est obligé de le faire soit en s'excusant, soit en rendant hommage. Et enfin, avec The Holy Boy, j'ai l'impression que c'est un film qui n'a pas besoin de ça, qui n'a pas besoin de s'encombrer d'un passé, un passé ô combien respectable, mais qui ose faire du cinéma pour faire du cinéma parce qu'il en a envie. Alors c'est un film qui peut faire penser à Midsommar, cette idée de personnage extérieur à une communauté qui va y arriver, et qui entre dans cette communauté et qui découvre que tout ne tourne pas très rond jusqu'à un final dantesque. Alors oui et non. Oui, dans le sens où effectivement, ça veut reprendre certains éléments de langage cinématographique de Midsommar, ne serait-ce que par son point de départ, mais non parce que le traitement est drastiquement différent. Le film va chercher beaucoup plus sur une horreur insidieuse, il est beaucoup moins démonstratif que Midsommar, même si, il a peut-être à sa fin l'une des images d'horreur qui m'a le plus choqué cette année, pas tant par sa radicalité graphique que par une pure vision vraiment, vraiment très puissante et qui m'a mis sacrément mal à l'aise sur le coup. Et alors, le petit défaut du film, quand même, c'est qu'il dure quasiment 2 heures et c'est peut-être un peu long pour ce qu'il veut raconter. Mais à côté, je vois pas quelle scène j'aurais retiré, je vois pas quelle scène est en trop, je vois pas quel pion placé, notamment dans la première partie, pose problème. Et sur ça, je pense que c'est accompagné par une mise en scène que je trouve absolument magnifique. Ce n'est jamais poseur, mais ça va profiter de beaucoup de cadres, ça va profiter de beaucoup d'architecture, ça va profiter de son environnement montagneux aussi, pour créer quelque chose, pour créer un climat, pour créer une angoisse latente, qui va finalement trouver une acmé dans cette fin absolument dantesque. C'était aussi une de mes plus grosses attentes, étant donné que ce film d'horreur italien, tout naturellement, ça donne envie. Et j'en ressors pleinement conquis, parce que je me dis, enfin un film italien d'horreur, qui ose, qui est très frontal dans son approche, qui va de l'avant, et je trouve ça extrêmement rassurant, et ça me donne très envie de suivre la carrière de Paolo Stripoli. Silence de Eduardo Casanova, ce samedi au pif. Alors, Eduardo Casanova, je fais partie de ceux qui n'ont pas vu La Pietà, qui avait tout raflé à sa sortie
en 2022-2023 à peu près. Et je l'avais raté, mais beaucoup de gens m'en avaient dit beaucoup de bien, notamment sur l'approche esthétique que le film allait avoir, donc autant dire que j'avais quelques attentes de ce côté-là. Et du point de vue purement esthétique, Silence, je trouve, a une vraie identité, c'est quelque chose, c'est une identité assez particulière, c'est une sorte d'approche très baroque, très rococo dans l'idée, avec notamment un usage des décors et de la couleur rose, ça paraît très spécifique, mais ça se tient, que je trouve particulièrement original. C'est quelque chose que ne me semble pas avoir déjà vu ailleurs, qui témoigne d'une certaine patte, et qui en plus de témoigner d'une certaine patte, par les décors, va raconter, je trouve, de nombreuses choses. Et c'est un genre, ce qu'il va raconter, c'est un film donc, qui suit l'histoire de vampires, sur 2 générations, d'abord au moment de la peste noire et ensuite les descendants de ces vampires, quelques années plus tard, dans les années 80, oui. Et en fait, c'est un film qui va parler de beaucoup de sujets, donc on va parler dans le désordre, du sida, de transmission et d'héritage familial, de solitude sociale, d'isolement social, de pression des pairs, c'est beaucoup de choses brassées en moins d'1 heure, c'est une mini-série remontée en film qui fait 55 minutes à peu près au total, et c'est un authentique film d'auteur dans ce que ça a de plus dur, dans le sens où c'est vraiment une esthétique qui lui est propre, une direction d'acteur qui lui est propre, un univers qui lui est propre, une narration qui lui est propre. C'est un cinéma qui, m'a-t-on dit, n'est comparable qu'à lui-même, et je n'ai aucun problème à le concevoir, tant c'est un film qui est très dur à cerner, très évanescent dans ses envies, mais qui marque, moi-même j'étais surpris en sortant de la salle de me dire, c'est marrant parce que ce plan-là, ce choix narratif-là, cette direction d'acteur, ce passage de direction d'acteur spécifiquement, je vais m'en rappeler, ça va me revenir, et encore aujourd'hui, là où je tourne cette vidéo-là, bah, je me surprends à beaucoup repenser au film, donc même si je ne suis pas bouleversé par le film, c'est un film qui me reste, un film qui me travaille, et je pense qu'il gagnera des points au revisionnage. PIF 2025, séance de minuit, Fuck My Son de Todd Rohal, donc la séance interdite de ce PIF, on va en parler. C'est malsain, c'est gore, c'est déviant, c'est glauque, c'est drôle aussi. Il y a vraiment des situations qui sont vraiment drôles. Enfin, c'est peut-être tout l'intérêt du film à le voir en festival, ou alors à voir en groupe de potes peut-être, c'est... faut aimer la déviance, évidemment, c'est un film éminemment malsain. Mais j'ai eu des éclats de rire assez francs pendant le film, notamment par les situations absolument lunaires et imprévisibles qui se passent dans le film, et notamment par cette espèce de créature, donc le fameux Son, je comprends pas. Ce design... Alors, le film est tiré d'une BD, donc si vous voulez lire la BD, allez-y. Tout l'intérêt du film, c'est vraiment être vu en groupe de fans d'horreur, ou juste entre gens qui veulent passer un moment à la fois gore, débile, mais drôle. Il n'y aurait pas beaucoup de mots pour décrire ça. C'est un enchaînement de situations absolument dégueulasses, malsaines, mais toujours second degré. Donc, particulier comme cas. Si vous voulez essayer Fuck My Son, allez-y en vous renseignant. Le film n'est pas classé X pour rien. Je vous préviens. Nous sommes samedi au PIF et on vous parle de Fuck My Son, la séance interdite, séance qu'on attendait pas mal étant donné que on est amateur de trucs bizarres. Et alors, sur le côté bizarre, le film fait totalement son job, notamment grâce à un personnage, on donnera plus de détails dans le podcast qu'on fera au sujet du festival, mais le film va très loin dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il veut montrer, dans ce qu'il veut raconter. Alors, il reste toujours dans un ton très Midnight Madness, c'est-à-dire que l'idée, ça va être de montrer des choses très méchantes, très bizarres, voire vraiment immorales, en allant très loin dans ces choses-là, mais en restant quand même avant tout un Midnight Madness, donc un film qui est censé faire réagir, qui est censé faire rire si on est amateur de ce genre d'humour, qui est possiblement censé dégoûter aussi un peu. Là-dessus, j'ai trouvé ça très réussi. Alors, à ma grande surprise, le film va pas tant dans la violence graphique que dans la violence morale. Donc, plutôt inattendu sur ça, même si, il y a un personnage qui remporte à lui seul la palme du personnage le plus abominable que j'ai vu cette année. C'est compliqué à tenir. Mais voilà, bref, Fuck My Son, on l'attendait beaucoup, et on en sort circonspect sur plusieurs points, mais galvanisé par la puissance du film, notamment sur son aspect profondément méchant. C'est vraiment un film bête, c'est vraiment un film méchant, c'est tout ce qu'on en demandait, en toute honnêteté, et on vous donnera sûrement plus de détails sur le podcast qu'on fera à ce sujet.
Premier film de ce dimanche au pif avec The Forbidden City. Si vous avez écouté notre épisode sur l'étrange festival, vous savez que je l'avais raté à ce moment-là malheureusement. Et c'était une chose que j'attendais beaucoup de pouvoir le rattraper étant donné que j'avais beaucoup aimé J-Robot et j'avais surtout adoré Freaks Out, les deux précédents films de Gabriele Menetti. Et ici, la promesse c'était un film d'action et a fortiori un film d'arts martiaux. Donc un réalisateur que j'aime beaucoup, qui fait l'un de mes genres de films préférés. Il fallait à tout prix que je rattrape ce film et je n'ai absolument pas été déçu. Gabriele Menetti, ça a toujours été un réalisateur de l'hybridation, du mélange, voire de la citation très explicite et qui va amener dans un même film des envies esthétiques, des envies thématiques et des envies de cinéma parfois très disparates, parfois très étranges. On ne s'attendait pas forcément à avoir des citations de certains films dans les siens, mais ça fonctionne. Typiquement, un exemple, dans The Forbidden City, il y a une scène qui cite très ouvertement et très frontalement Vacances romaines. Ce n'est pas une vanne. Et en fait, ici, on se retrouve avec donc un pur film d'arts martiaux qui va avoir une certaine nonchalance par rapport aux clichés du genre, qui va s'en moquer, les respecter, aller dedans et en fait non, les détourner au dernier moment, tout en présentant un film qui est un film d'arts martiaux, un film politique, un film de gangster, le tout dans une ambiance très comico-action. Ce n'est pas vraiment une comédie d'action, mais le ton est plutôt léger, même si ça il s'autorise quelques sorties de route vraiment assez surprenantes, quelques ruptures de ton à plusieurs moments, et également concernant les scènes d'action. Qu'est-ce qu'elles sont bien. On a été très largement servi en termes d'action cette année, mais là, on est sans conteste face à l'un des films qui réussit le mieux ces scènes d'action, que ce soit par l'usage de son décor, que ce soit par ses pures chorégraphies, que ce soit par sa mise en scène, ou surtout par son montage. Les scènes d'action sont percutantes, nerveuses et ultra efficaces. Un élément qui m'a fait sourire pendant le film, c'est un détail, mais si j'avais eu 1 euro à chaque fois que j'ai vu un film où une râpe à fromage est utilisée en arme, j'aurais 3 euros. C'est pas beaucoup, mais c'est marrant que ce soit arrivé 3 fois. Bref, The Forbidden City, c'est un de mes gros coups de cœur du festival. J'en attendais beaucoup, je n'ai absolument pas été déçu. Il est à la fois galvanisant, électrisant et surprenant. Galvanisant par ses chorégraphies d'action, par ses envies de films d'action. Électrisant par la façon dont il arrive à déployer un récit qui fonctionne extrêmement bien, notamment grâce à ses acteurs principaux, dont nombreux font certaines références au cinéma italien. Nous détaillerons évidemment tout ça dans l'épisode dédié. Et surprenant parce que je voulais un film d'action, j'ai eu à nouveau un film hybride, un film qui m'emmène là où je m'attendais pas. Et j'en ressors conquis. Orfeo de Virgilio Villoresi. Film italien qui va adapter le mythe d'Orphée, donc de la mythologie grecque, et de la mythologie romaine parce qu'ils ont tout pompé. On va suivre du coup un homme qui va tomber amoureux d'une femme, cette femme va mourir et il va vouloir la retrouver dans l'au-delà. C'est jusque-là le mythe classique d'Orphée. Dans une réinterprétation très esthétique, très éthérée, avec vraiment ce côté un peu néo-giallo. Il y a vraiment une colorimétrie et un sens des décors que je rapprocherais de ceux de Crystallize, dont on avait parlé dans l'épisode sur Frickson, avec vraiment ce côté très atmosphérique, très ambiant, qui va embarquer un peu le spectateur. Ça passe ou ça casse. Il y en a pour qui ça casse, il y en a pour qui ça passe, très clairement. Moi, c'est globalement passé, même si j'avoue que le rythme a tenté de me faire tutoyer Morphée quelques fois, mais le film a la décence de ne faire qu'1h15. Donc au moins, si le parti pris esthétique est trop radical pour certains, disons, ce sera de courte durée. Il n'empêche que Orfeo, déjà esthétiquement, c'est imprenable, globalement, avec les décors, la photographie, la colorimétrie, tout est millimétré. Et c'est possiblement un des films les plus beaux de cette sélection. Je n'ai malheureusement pas vu Silencio, mais je pense que Orfeo est quand même un des mieux placés en termes visuels pour cette année du PIF. Et globalement, si l'ambiance néo-giallo, atmosphérique ambiant, c'est votre cam, vous trouverez votre plaisir avec Orfeo. Orfeo au pif, donc film passé juste après les incroyables courts-métrages internationaux dont nous vous détaillerons le contenu lors de l'épisode dédié au pif, évidemment. Alors Orfeo, c'est un film italien, à nouveau le retour de l'Italie sur le devant de la scène, chose qui est toujours très très cool à voir. Et film italien donc basé sur le mythe d'Orphée. Alors c'est peut-être le premier film où je suis qu'à moitié conquis. Alors à moitié très littéralement, puisque pendant la première moitié du film, j'ai été très circonspect. Le film était beaucoup trop vaporeux pour moi. J'avais beaucoup de mal à rentrer dedans et surtout j'avais du mal à voir où est-ce qu'il voulait aller, qu'est-ce qu'il voulait me raconter, comment il voulait me le raconter et quel était finalement son sujet, et quel était son but finalement. Et donc
cette première moitié, je regardais un peu le temps passer. Le film est pas très long, mais j'arrivais vraiment pas à rentrer dedans, malgré une esthétique particulièrement réussie, du temps à des motifs, ce que j'aime appeler les motifs irréels, où c'est des paysages, des cadres, des plans qui ne sont pas censés exister, mais qui fonctionnent juste par le pouvoir de l'image, et que par l'ajout de certains éléments en stop motion, par exemple, qui sont très efficaces. Mais donc cette première moitié me laissait vraiment pantois, et en fait arrive la deuxième moitié, donc selon le mythe d'Orphée, au moment où le personnage arrive aux enfers, qui d'un coup arrive à me secouer un peu plus, à aller un peu plus sur d'autres choses. Il y a quelques éléments assez amusants qui arrivent, notamment autour d'une veste, je n'en dis pas plus, et qui ont réussi à un peu plus me récupérer, mais premier film où je suis qu'à moitié conquis, malheureusement, mais simplement par son esthétique et par ses choix extrêmement radicaux de ce point de vue-là, le film mérite le détour. Ma au pif, un des films que j'attendais le plus, tout simplement parce que film gothique. Tout simplement. Et j'en ressors conquis. Alors c'est un film qui est un peu slow burn, faut savoir à quoi s'attendre. C'est un film qui est autour de l'héritage culturel maori, qui va notamment parler de comment cet héritage peut être transmis ou être récupéré par les mauvaises personnes, en étant notamment porté par l'incroyable actrice principale, dont je n'ai malheureusement plus le nom, mais qui fait une performance exceptionnelle, et qui enrobe tout ça dans un écrin gothique tout simplement magnifique. La photo du film est à tomber par terre, qui va à la fois aller chercher une sorte de pouvoir magnétique par l'image, avec tous ces décors, cette demeure absolument magnifique, ces lumières naturelles, et en même temps qui va pas avoir peur d'aller chercher dans une certaine forme d'impressionnisme, avec beaucoup de plans ou beaucoup de décors qui peuvent faire penser évidemment à l'impressionnisme allemand, mais qui vont toujours aller chercher une certaine... qui vont toujours aller chercher des racines ailleurs, notamment dans l'héritage de la culture maori, alors, qui est une culture que je connais très mal, je suis bien forcé d'admettre. Mais c'est un des films qui m'a le plus conquis par sa puissance qu'il arrive à déployer de façon très discrète, mais qui, je trouve, devient tout bonnement saisissante, notamment dans son dernier tiers. C'est un régal de chaque instant, un régal visuel, un régal narratif. Comme je disais, il faut juste arriver à se laisser porter, il faut juste arriver à outrepasser le côté slow burn du début. C'est un film qui, je pense, met du temps à être digéré, mais c'est un film dont j'ai beaucoup d'envie de revoir, et dont j'ai surtout très hâte de parler dans l'épisode que nous dédierons au PIF une fois ce festival terminé. Fin de ce merveilleux week-end à ce merveilleux festival qu'est le PIF avec Dollhouse. Alors, la question d'entrée qu'on peut se poser en allant voir le film, c'est que peut-on attendre d'un film de poupée hantée dans un courant J-horror par un gars qui vient de la comédie en 2025 ? On pourrait se dire pas grand-chose, et ce serait avoir largement tort, puisque le film est, encore une fois, un immense coup de cœur pour 2 raisons principales. La première étant que le film fait sincèrement peur. Il y a plusieurs jumpscares, plusieurs moments de tension qui sont extrêmement efficaces et qui ne sont pas vulgaires pour autant, qui ne sont pas faciles, qui ne vont pas chercher le jumpscare un peu putassier, le jumpscare un peu évident, mais qui vont vraiment chercher à construire quelque chose, à aller un peu plus loin que juste balancer un truc avec un coup de violon en fond. Non, le film fait vraiment peur, et la deuxième raison principale est la façon dont il va aller creuser un peu plus dans ce que pouvait proposer la J-horror. Alors évidemment, on a les cheveux longs noirs qui se coincent partout, mais il va aller un peu plus loin. Je vais pas trop en dévoiler pour l'instant, mais c'est très surprenant sur plusieurs choses, et je pense que ça fonctionne, parce que le réalisateur va d'abord s'intéresser à ses personnages. Ça peut être un peu pantois de dire ça, mais quand dans une scène d'intro, le film va démarrer sur une séquence qui finalement est somme toute innocente, avec plusieurs enfants qui jouent à cache-cache, où tout se passe bien, etc., et qui va se solder par la mort d'un de ses enfants, dont je ne dévoilerai pas la façon, mais de façon assez méchante. Et on sait déjà que le film va aller peut-être un peu plus loin, que ça va peut-être un peu mieux se passer qu'avec d'autres choses. Et évidemment, on a raison. Alors, le film dure 2 heures et ça ne pose aucun problème. En 2 heures, il raconte tout ce qu'il a besoin de raconter, le fait extrêmement bien et le fait de façon extrêmement efficace. C'est encore une fois un énorme coup de cœur. Et dernière mention spéciale au design de la poupée, alors on en a vu mille et une des poupées horrifiques, moches et effrayantes, hein, Sabrina, Annabelle, enfin bref, le Dead Silence évidemment. Mais il faudrait qu'on fasse un épisode dessus possiblement. Mais ici, la poupée, je la trouve extrêmement efficace parce qu'elle n'est pas destinée à faire peur à la base. Et c'est juste par la mise en scène et par l'écriture du scénario qu'il arrive à la transformer en objet horrifique. C'est remarquablement réussi, et Dollhouse, j'espère avoir l'occasion de le revoir bientôt parce que je serais ravi d'écrire quelque chose dessus. 6e jour au PIF, et on vous parle de Deathgasm de Gormageddon, et c'est un de mes coups de cœur. C'était une de mes plus grosses attentes, et attente comblée évidemment. C'est dans la droite lignée du 1, c'est-à-dire c'est fun, c'est gore,
c'est une déclaration d'amour au métal, et c'est ça qu'on veut. Et, petit twist aussi, petite variante, avec une thématique sur le fait de vieillir, sur le fait de prendre de l'âge, mais surtout sur le fait d'être resté bloqué dans le passé. Une thématique qui est pas sans rappeler un certain dernier pub avant la fin du monde, et qui, pour le coup, est une thématique que j'aime énormément. Mais je vais pas trop vous en révéler parce que il faut que vous découvriez le film. Donc voilà, si vous aviez kiffé au hasard la scène des gods dans le 1, c'est le même genre d'humour, c'est aussi le même genre de scène d'horreur, gore, action. Voyez Deathgasm 2, déjà voyez Deathgasm 1 parce que c'est génial, mais Deathgasm 2 est vraiment le 1, la continuité logique du 1, et rien que pour ça, il faut que vous voyez Deathgasm 2. Deathgasm 2 au pif, c'était ma plus grosse attente de cette édition et de très loin. Le premier film Deathgasm fait de très loin partie de mes films préférés, mes films de cœur. C'est un film qui était loin d'être parfait, notamment à cause de son budget et de son écriture parfois très rudimentaire. Mais c'est un film dont la sincérité et la passion me touchaient sincèrement, surtout par sa façon de parler d'un personnage métalleux. Identification oblige, mais je trouve qu'il avait en plus une vraie sympathie, une vraie affection finalement pour ces personnages, et qu'il brodait autour de ces outsiders une espèce d'histoire à la Evil Dead complètement barrée, qui en plus se soldait sur une fin que je trouvais paradoxalement presque touchante. Faudrait qu'on en parle en détail un jour dans le podcast, mais donc Deathgasm 2 qui arrive 10 ans plus tard. Entre-temps, il a sorti Gun Akimbo, dont je ne suis vraiment pas très fan, pour dire le moins. Donc ce Jason Leigh-Howden, le réalisateur, arrive avec Deathgasm 2, et quel immense plaisir. Alors, le film n'est pas très aimable, n'est pas très fin non plus, notamment parce que c'est un film qui est très gras dans son humour, encore plus que le premier, qui est extrêmement grivois, même dans l'approche qu'il peut avoir par instant. Mais c'est un film qui, je trouve, arrive à mettre le doigt sur autre chose. C'est que si le premier avait une approche très Ferris Bueller dans l'idée, je trouve, notamment sur son regard par rapport à la jeunesse, je trouve qu'ici, il a une approche qui est beaucoup plus proche, une approche qui se rapproche beaucoup plus de Le Dernier Pub avant la fin du monde ou Hot Fuzz, dans ce regard sur l'amitié, qui est très touchant, enfin, que je trouve non seulement touchant, mais qui est surtout presque amer, presque doux amer par instant, tout en étant entouré de gags grivois. Serait un euphémisme de le dire, étant donné que le 2 poursuit une des thématiques qu'on avait déjà dans le 1, qui est l'idée de scène gore à base d'organes génitaux masculins. On n'en dira pas trop, mais c'est une des scènes clés du 2. Et également à base d'effets gore très beaux, très convaincants, mais parfois très gratos, on va dire. Mais à quoi bon chipoter quand finalement on se retrouve face à un spectacle qui est touchant, si on est réceptif à ça, très bien trouvé dans ses références, ultra efficace, gore, drôle. J'ai eu exactement ce que je voulais. Est-ce que c'est le meilleur film de cette compétition? Non. Est-ce que c'est le meilleur film de ce festival? Sûrement pas. Mais est-ce que le film m'a donné exactement ce que je lui ai demandé? Oui, et ça le place sans hésiter dans mes plus agréables séances de ce festival. L'au-delà de Lucio Fulci, évidemment, un des plus grands classiques du cinéma d'horreur italien, et d'ailleurs possiblement aussi le plus grand classique de son réalisateur, mais surtout un foutu chef-d'œuvre. L'au-delà, c'est des effets gore magnifiques, vraiment délicieusement kitsch aussi pour le coup. Il y a vraiment ce côté 80s, forcément, le film date de son époque, mais toujours extrêmement réussi. Les maquillages aussi, les plans de caméra, les décors. Cette scène de fin, Fulci est absolument démoniaque sur ce film. Il est trop fort. L'au-delà, voyez-le si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est vraiment une petite pépite. Je pense pas vous apprendre quoi que ce soit. Je pense que vous avez vu l'au-delà, ou du moins que vous le connaissez. Mais quel plaisir de le voir en salle, sur grand écran, présenté par Nicolas Boukrieff, qui a pu répondre à nos questions de façon très intéressante aussi sur l'état du cinéma d'horreur italien de cette époque-là. Donc vraiment, l'au-delà de Fulci, c'est un incontournable, et c'est à voir, et si possible en salle, et on en remercie le PIF. Et tu vivras nel terror l'aldila. Sous cet accent horrible, nous avons eu l'occasion de voir l'au-delà de Lucio Fulci en salle au PIF. Alors,
redécouvrir un classique en salle, c'est toujours déjà une immense chance. On peut penser à Vampire Hunter D Bloodlust qui était passé le premier jour, on vous en a déjà parlé. Mais redécouvrir l'au-delà en salle, c'est non seulement l'occasion de réaliser à quel point le film ne vieillit pas, à quel point le film est considéré comme un classique du cinéma d'horreur pour les bonnes raisons, mais c'est également l'occasion de prendre conscience d'à quel point sa proposition horrifique est à la fois évidente et unique. Il n'y a que Lucio Fulci qui a réussi à proposer ça, ce mélange d'ésotérisme extrêmement frontal dans sa violence. Il est considéré comme un des papes du gore et ce n'est pas pour rien, c'est peut-être l'un des réalisateurs avec les images les plus marquantes dans toute la filmographie de nombreux du cinéma d'horreur en général. On ne compte plus les scènes qu'il a proposées qui restent accrochées aux rétines. Juste dans cette période-là, on peut penser aux yeux de sang d'Enfrayeur, on peut penser aux zombies avec les vers de terre dans l'enfer des zombies ou au combat contre le requin, évidemment. Et dans l'au-delà, on peut penser à ce plan de fin absolument magnifique, on peut penser à la scène des araignées, on peut penser à la scène du chien. Tellement d'images à la fois ultra violentes et extrêmement impactantes. C'est de très loin d'un cinéma qui, à titre personnel, me fascine le plus, qui, à titre personnel, a le plus de pouvoir, à la fois de terreur et en même temps d'émerveillement, quelque part d'émerveillement par le macabre qui puisse exister. C'est un réalisateur important, c'est un film important l'au-delà, et je pense que c'est un film d'autant plus important puisque c'est le dernier considéré vraiment comme intouchable dans sa filmographie, puisque après ça, il va réaliser La Maison près du cimetière et d'autres films, mais jusque-là, ces films étaient considérés a priori à raison comme inattaquables, et l'au-delà, surtout en salle, permet de se rappeler pourquoi. Taroman Expo Explosion, un tokusatsu pour finir cette journée au pif. Alors, comment décrire le film? C'est un film qui est très surprenant. Je vais tenter de rester assez vague, puisque nous vous en parlerons plus en détail dans l'épisode dédié, mais je pense que c'est un film qui mérite d'être découvert vierge de toute connaissance, on va dire. Et c'est un film qui est assez surprenant, qui a un message sur la créativité, sur la place du conformisme et la façon dont il faut s'en sortir dans la société, surtout par rapport à la création artistique, qui est hyper intéressant et qui en plus déborde d'idées tant innovatrices que hommage à d'autres tokusatsu précédents, qui est hyper séduisante, qui a une façon d'amener une certaine forme de naïveté à l'écran par son personnage, le fameux Taroman avec un masque impayable, et qui moi m'a beaucoup plu. Alors en toute honnêteté, quand j'ai vu le film, j'étais vraiment désarmé face à la proposition, mais plus le film avance, enfin plus le temps avance, pardon, plus le film grandit, plus le regard que je peux avoir sur lui change, et je pense que lors de l'épisode sur le pif, le retour peut être quelque peu surprenant. Taroman Expo Explosion était peut-être le film dont j'attendais le moins du festival, dans le sens où le pitch avait l'air cool, je ne connaissais pas Taroman, mais quelle claque. Je vous conseille très vivement d'aller voir Taroman Expo Explosion si vous en avez l'occasion. C'est une espèce d'énorme déclaration d'amour à l'art, à la créativité, à la liberté. C'est un film qui a peut-être la plus grande richesse visuelle et dans sa direction artistique que j'ai pu voir de ce festival. Le tout en nous faisant sentir que le film est fait avec pas grand-chose, que ce soit justement dans ses costumes, dans ses décors qui font tous un peu carton-pâte. Très Keiju Ega aussi d'avoir des gros monstres qui détruisent une ville en papier mâché. Enfin, c'est magnifique. Voyez Taroman Expo Explosion, c'est un de mes coups de cœur. Le film m'a littéralement froissé le cerveau pendant tout le long, tellement il est surréaliste, mais c'est aussi une ode à être soi-même, à parfois ne pas avoir de sens aussi, et c'est ça qui est beau. Voyez Taroman Expo Explosion, s'il vous plaît. Dolly, au pif, on avait beaucoup d'attentes sur celui-ci, puisque c'était vendu comme un peu le défouloir, entre guillemets, de ce lundi. C'était vendu comme un film un peu typé redneck, dans la veine de Massacre à la tronçonneuse, ou d'autres films. On peut évidemment penser à The Devil's Reject. Et petite déception malgré tout, le gros problème du film étant qu'on avait toujours 20 minutes d'avance sur lui, au minimum. En fait, le film va suivre un canevas établi, avec l'idée de... Voilà, un couple, l'un des deux va se faire éliminer et l'autre va se faire kidnapper et subir un certain nombre de saloperies. Mais il n'arrive jamais à dépasser vraiment ce propre carcan qu'il se construit, puisque sorti du look de son antagoniste, avec cette espèce de masque de poupée Dolly, justement,
ça n'a pas vraiment d'originalité, et même s'il n'y a aucune hostilité vis-à-vis du résultat qui reste somme toute très agréable à suivre, le plus gros défaut de ce film finalement c'est de sortir en 2025 à l'ère où on connaît très bien le schéma du film de Redneck, et donc voir un film qui est à ce point engoncé dans ces codes-là finit par le desservir un peu, puisque quand bien même c'est une formule qui fonctionne, c'est une formule qui a été un peu trop usée, en tout cas pour nous, et qui nous laisse peut-être un peu sur notre faim finalement. Toujours 6e jour au pif, et on vous parle de Dolly. Alors Dolly, c'est peut-être le film qui va laisser le plus circonspect de cette sélection, dans le sens où il y a du bon, c'est sûr, notamment dans sa volonté de créer une atmosphère horrifique, de par sa direction artistique en général, notamment cette omniprésence des poupées, mais aussi par ses décors ou certaines situations. Là-dessus, il y a du très bon, même le masque de Dolly est très cool. Après, il y a le reste, c'est-à-dire être ouvertement une déclaration d'amour à Ghostland et Massacre à la tronçonneuse. Jusque-là, j'aime aussi ces films, donc je te suis. Mais pourquoi chercher à autant être eux? Dans le sens où il y a des situations qui sont vraiment les mêmes, et ça passe pas. Dans le fait de vouloir être un film d'horreur à part entière, et surtout de vouloir lancer une franchise d'horreur, si tu te contentes de recopier, on n'est plus dans les années 80, recopier un succès déjà existant, ça ne fera pas de toi quelque chose qui marchera aussi. Donc, complexe le cas de Dolly, mais pour le côté slasher, pour le côté gore, oui, parce que j'en ai pas parlé, les effets gore sont vraiment bien gérés aussi. Donc, si vous voulez juste voir un film un peu léger, où vous êtes en terrain très très connu, et où juste vous voulez voir des bons effets gore, et une DA un peu flippante, vous êtes au bon endroit. Si vous cherchez de l'originalité, il faudra passer votre chemin. C'est comme vous voulez. Et une dernière question peut-être sur Dolly justement, qu'on vient de voir. Qu'est-ce que vous pensez donc de Dolly? Alors, en tant que telle, l'ambiance, je la trouve pas dégueulasse. Enfin, elle est dégueulasse, mais du coup, elle est pas dégueulasse. Voilà. Et ça, c'est plutôt réussi. Mais il y a un moment, le film se repose tellement sur des clichés qu'on a déjà vus, et notamment sur la méchante grosse. En plus, il y a 2 méchantes grosses cette année dans la programmation. On va dire c'est bon, on va peut-être passer à autre chose. Puis il y a des... Ouais, c'est un enchaînement de clichés. Voilà. Pas beaucoup, pas mieux à dire. Voilà, 2 personnages où pour moi, enfin, comme tu dis, 2 personnages de femmes grosses, pas jolies, avec la même problématique au niveau de la gestuelle, au niveau des jambes et tout. On l'a vu dans Mag Mag, on le revoit là dans Dolly. Bon, on l'a eu dans Fuck Mason aussi. Ah ouais, dans Fuck Mason aussi. Oui. Ah putain. Donc enfin c'est un peu affligeant, et en fait on débriefait avec un ami, on disait on n'a pas forcément besoin effectivement d'avoir un logier bis pour martyriser entre guillemets les femmes, sauf que là c'est encore pire en fait, c'est encore plus affligeant, et c'est dommage parce que il y a des idées de mise en scène, il y a un effet gore et du travail du FX qui est plutôt bon, mais malheureusement j'ai eu l'impression de voir un film d'il y a trop longtemps, en fait, des années 90, 2000, où il y avait beaucoup ce genre de choses-là, et du coup... moi je me dis tout le temps pourquoi à un moment donné c'est toujours le mec qui en prend plein la gueule et la femme après qui va souffrir pendant je sais pas combien de temps. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné on n'inverse pas un peu quoi? Là déjà... Mais on se dit ça en plein milieu du film, mais en fait ça aurait été tellement plus étonnant si ça a été le mec qui était à la place de la meuf. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Dernier jour de pif, mardi 16 décembre, cérémonie de clôture, Scarlett et l'éternité de Mamoru Hosoda. Alors, Scarlett et l'éternité, c'est donc le dernier film de Hosoda qu'on a pu avoir 3 mois déjà avant sa sortie française. Donc, rien que pour ça, énorme bravo au pif, et de manière générale, énorme bravo au pif, à ses organisateurs, à ses bénévoles, au Max Linder. Bravo à tout le monde pour cette année qui était magnifique. Les rencontres qu'on a pu faire, les séances qu'on a pu voir, les films qu'on a eus. Merci beaucoup à tout le monde. Pour revenir à Scarlett et l'éternité. C'est un film qui va commencer comme une réécriture d'Hamlet, jusque-là soit, comme Le Roi Lion, comme The Northman, pour ensuite aller sur une espèce d'histoire d'errance au sein du purgatoire. Pourquoi pas? J'ai quelques problèmes avec le film. Alors, le film est loin d'être mauvais. C'est une déception en ce qui me concerne, notamment par rapport au reste de la carrière de Hosoda. Je pense à Belle, je pense aux Enfants Loups. Je vous renvoie à l'épisode Japon qu'on avait fait. Le rythme du film est quand même vachement bâtard, dans le sens où beaucoup de séquences vont se répéter. Ok, ça va avec la thématique, mais
niveau rythme, du coup, c'est un peu une balle dans le pied. Et j'ai du mal à comprendre certains choix de direction artistique, notamment pour l'animation. Osoda, c'est un mec qui a toujours été irréprochable dans ce qu'il faisait. Et je sais pas pourquoi, il y a certaines séquences qui assument leur côté Japanimation, entre guillemets, et qui vont se rapprocher de films comme Belle, justement, de Osoda. Il y en a d'autres qui, allez savoir pourquoi, vont se rapprocher de séquences à La guerre des Rohirrim, qui est un film que j'ai trouvé assez moche, pour le coup, et où, bizarrement, le même soin est pas apporté aux personnages qu'aux décors. Les décors sont beaucoup plus photoréalistes que les personnages, notamment dans les scènes du purgatoire. On a l'impression que les personnages sont pas là. C'est très bizarre à voir, mais c'est contrebalancé par le fait que Osoda soit une espèce de monstre. Lorsqu'il s'agit de ses cadrages, de ses plans, de ses couleurs, c'est un film qui, alors certes a quelques casseroles visuelles dont je viens de parler, mais qui sinon est magnifique, surtout par sa mise en scène. Surtout par sa mise en scène des scènes d'action aussi. Très clairement, Scarlet et l'éternité vaut le détour. Il mérite aussi discussion, mais c'est loin d'être mauvais et je reste surpris du choix d'avoir ce film-là en film de clôture, mais ça montre aussi la puissance du PIF qui réussit à avoir le dernier film d'un des plus grands réalisateurs de Japanimation de son époque. Donc rien que pour ça, bravo le PIF et encore merci.